par les révolutionnaires. Leur but était différent de ce qu'ils proclamaient. Ils mettaient en œuvre un programme que les gens ne pouvaient s'imaginer. Dans leur écrasante majorité, les révolutionnaires avaient fait couler le sang innocent et ils avaient recours à la torture. Déjà en décembre 2016, il avait dit que le terme célébration était inapproprié. Il ne s'agit pas, disait-il, de célébrer le 100e anniversaire de la tragédie, mais de commémorer cette date en toute conscience. Et les commémorations de ces événements de 17 doivent générer une réflexion profonde et des prières sincères, afin que de telles erreurs ne puissent se reproduire aujourd'hui. C'est dire, dans un tel contexte, comme il va être difficile de faire entendre des voix divergentes, tant les intérêts politiques actuels pèsent sur les historiens. Et si l'on prend nos manuels scolaires à nous, la révolution d'octobre 17 n'est présentée sur une page que comme une conséquence collatérale de la Grande Guerre et comme un coup d'État. Et c'est là-dessus que je voulais arriver, de quelques fanatiques sanguinaires, des bandits politiques, alors que le processus démocratique était déjà bien enclenché depuis février et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et là, on s'est oublié bien vite que la disparition du tsarisme en février 17 et avec la prise du pouvoir en octobre par les bolcheviks, cette prise de pouvoir n'a été rendue possible que parce qu'une écrasante majorité de la population de l'Empire russe avait soif de changement et ne supportait plus le système social et politique inégalitaire et meurtrier. Et Lénine, depuis quelques années, est devenu celui par qui le mal arrive. La terreur rouge est présentée comme née du cerveau malade de Lénine, qui ne rêve rien de moins, je l'ai trouvé dans les textes, que de pendre le plus de paysans possible à la vue de tout le monde. La révolution russe est devenue un repoussoir, le moment fondateur d'un totalitarisme aussi terrifiant que le nazisme, puisqu'on en a fait les jumeaux totalitaires. On ne peut guère, évidemment, évoquer toute la révolution russe dans une petite conférence aussi rapide que celle-ci, ça suffirait absolument pas, mais j'aurais quand même revenir sur le coup d'État bolchevique. Et c'est un des mensonges les plus éhontés de l'histoire, remarqué, qui est reconnu par tous les historiens, mais remarqué, comme disait Napoléon, l'histoire est un mensonge sur lequel tout le monde s'accorde. Voilà. Et donc, comme on a fait bien gober à tout le monde maintenant que c'était un coup d'État par une dizaine d'hystériques, c'est rentré complètement dans la mentalité des gens. On a l'impression d'ailleurs aujourd'hui que même nos historiens n'ont pas lu les documents d'époque et qui ressassent comme ça jusqu'à écœurement les événements des 24-25 octobre 1917, je prends le calendrier julien, et ce serait donc un coup d'État fomenté par quelques hommes avides de pouvoir et de sang. Sang qui ne fut pratiquement pas versé cette nuit-là, puisqu'il y a eu 5 morts et tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu après par la continuation des conflits, etc., mais en tout cas pas par ce fameux coup d'État. Et donc toute la politique du parti bolchevique, avant octobre 17, contredit complètement cette théorie. Alors je ne vais pas revenir, là je l'avais fait, mais je ne vais pas revenir sur 1905 qui a été la fameuse répétition générale de 1917. Il faut simplement se souvenir qu'on est en pleine Première Guerre mondiale, d'accord, au moment où ces événements-là arrivent, que la population connaît des difficultés incroyables d'approvisionnement, qu'elle critique évidemment l'incurie du gouvernement qui ne veut pas entendre parler de paix, encore moins de démocratisation, et du coup, évidemment, sous la poussée populaire, je vous rappelle quand même que février 17, ce sont les femmes qui sont allées manifester pour réclamer du pain, et que très vite, les manifestations ont basculé, que du pain, c'est devenu à bas la guerre, à bas l'autocratie. Donc, dans les 2 jours qui ont suivi, la manifestation pour le pain avait déjà complètement... Il suffit d'ailleurs de lire les rapports de la police de l'époque. Je ne l'invente pas. Hein, bon. Donc, évidemment, je n'ai pas le temps de vous parler de toute cette révolution de 17, hein, mais cette révolution est arrivée sur une politique de ce qu'on appelle le double pouvoir. Après que le tsar était obligé d'abdiquer le 3 mars, il y a eu un gouvernement provisoire. Je dirais même il y en a eu 3 entre février et octobre. Hein, bon. Et d'un autre côté, il y a eu le peuple qui lui-même s'est organisé différemment, donc avec... je reviens 2 secondes sur ce gouvernement provisoire. Ça, ce sont des grands bourgeois, ce sont des grands propriétaires terriens, etc.
Parmi ces personnages qui vont arriver au pouvoir, va surgir un personnage dont on va reparler, qui s'appelle Kerensky, qui est un socialiste révolutionnaire, qui va occuper plusieurs postes à la justice, puis à l'armée, hein, d'accord. Et face à eux, donc, il y a le peuple qui s'est organisé en soviet, en conseil, et ouvriers, soldats, paysans. Pendant tout l'été, la guerre continue. Ce gouvernement provisoire va refuser de faire la paix. Ah ben non, attendez, on a juré aux Français, aux Anglais qu'on était alliés, on est alliés, on ne se retire pas. Hein. Mais enfin, on crève tous de faim. Avec quoi tu veux qu'on se batte? Il n'y avait même pas assez de munitions. Alors on leur disait que pour faire peur aux Allemands, il fallait crier très fort quand ils attaquaient. Voilà, parce que comme on n'avait pas assez de munitions, on faisait ce qu'on pouvait. Bon. Donc c'est le chaos pendant tout. Oui, on ne veut plus qu'on dise que c'est le chaos. Mais non, mais oui, c'était le chaos, effectivement. Parce que pendant toute cette période-là, de février à octobre, la production agricole s'effondre, parce que la majorité des soldats, c'est qui? Ce sont des paysans, d'accord? Donc pénurie, rationnement, les combustibles manquent, les prix flambent, les transports sont complètement désorganisés. Et donc, par la force des choses, les tensions sociales vont se multiplier. Il y a la queue devant les magasins, il y a des manifs, il y a des grèves. Et très étonnamment, et ça c'est une chose effectivement qu'on oublie bien souvent, les premiers qui vont passer véritablement à l'action pendant cette période-là, ce sont les paysans. Ils ne vont pas attendre la future révolution d'octobre avant même qu'elle ait lieu. Ils n'arrêtent pas de réclamer les terres, puisqu'ils peuvent pas, ils crèvent de faim, et qu'elles appartiennent à des nobles. Eh bien ils vont s'en emparer tout seuls des terres, et tous les textes de l'époque nous le prouvent. Les textes de nobles qui disent « Ah non, on avait plus de 3000 hectares, maintenant il nous en reste même pas 40. » Ils ont tout pris. Donc ils n'ont pas attendu. On leur promettait, on leur a fait des tas de promesses de réforme agraire pendant toute cette période-là, et il n'y a pas eu de réforme agraire. En plus, les autres, ce sont les soldats, qui sont largement d'origine paysanne. Quand ils vont entendre dire qu'on est en train de reprendre les terres, oh, ben ça va bien, hein, ils vont se barrer du front. Lénine dira, les soldats ont voté pour la paix avec leurs pieds. Ils vont se barrer, ils vont faire marche arrière. 2 millions de déserteurs. 1 700 000 morts. D'accord? Il y a aussi une grande lassitude de la guerre. Les réformes n'arrivent pas. Donc il est clair que dans ces conditions extrêmes, alors que la plupart des autres partis soutiennent le gouvernement provisoire, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les démocrates constitutionnels, le programme bolchevique va constituer pour tous un immense espoir. La paix, le pain, la terre et tout le pouvoir aux soviets. Donc il n'y a pas de coup d'État. La politique gouvernementale fait que, au sein des couches populaires, particulièrement urbaines, la montée des bolcheviks va être un événement inéluctable pendant tous ces mois-là. En février, il y a allez quoi 10-12 000 bolcheviks. D'accord? Et à Moscou, au moment des élections de Moscou, les bolcheviks de 10-12 000 vont passer à 75 000 et à 198 000 en octobre. Donc vous voyez qu'il y a une montée en puissance des bolcheviks. Et dès le mois de juillet, ils gagnent le soutien des couches les plus avancées de la classe ouvrière de Pétrograd, parce qu'elles fulminent d'impatience, elles veulent prendre le pouvoir. J'ai relu là, il y a 2 jours, ouais, alors c'est Lénine, il voulait faire le coup d'État dès juillet, taratata, c'est faux, il suffit de lire les textes. Lénine, il a commencé à dire, on n'est pas tout à fait prêt, là, il risque de nous envoyer les troupes, ça risque de mal finir, il faudrait peut-être attendre un petit peu, il vaut mieux expliquer encore, ça c'était la phrase de Lénine, il vaut mieux expliquer encore. Et en fait, il y avait encore, ils étaient majoritaires uniquement à Moscou et Pétrograd, les bolcheviks. Et en dehors de la capitale, il y avait beaucoup de travailleurs, il y avait beaucoup de soldats qui soutenaient les dirigeants mencheviks et les socialistes révolutionnaires. Et évidemment, pour un dirigeant qui soi-disant n'éprouvait que du mépris, comme l'écrit l'historien Volgogonov, que du mépris à l'égard des Russes, quand il dit qu'il faut expliquer patiemment, ça ne correspond pas tout à fait. Et il va y avoir des émeutes, effectivement, pendant le mois de juillet, et le gouvernement va dire c'est les bolcheviks qui tentent de se saisir du pouvoir. Il va faire venir des troupes dans la capitale, Lénine s'en doutait bien, il va interdire la Pravda, ça veut dire la vérité, qui est l'organe du parti bolchevique, il donne l'ordre d'arrêter les principaux dirigeants, il va même les accuser d'avoir incité à la révolte avec l'appui financier allemand.
Lénine et Zinoviev sont obligés de s'enfuir en Finlande. D'autres vont être arrêtés. C'est le cas de Trotsky qui venait tout juste d'adhérer au parti bolchevique. Et lui va être arrêté. Donc ils vont rester en prison jusqu'à ce que Kerensky les relâche, soit obligé de les relâcher. Parce qu'en juillet, il va y avoir une tentative de coup d'État, là, cette fois-ci véritable, d'un général de l'armée tsariste, Kornilov, qui est un officier de l'armée du tsar. Et à la fin août, ce dernier va se sentir dans tout ce fatras assez fort pour déclencher ce qu'on appelle véritablement un coup d'État, c'est-à-dire un coup organisé pour renverser le pouvoir par une minorité dans le dos de la plus grande partie de la population. Ça, c'est une véritable tentative de coup d'État. Et le 25 août, les armées de Kornilov, constituées de Cosaques du Don, vont foncer sur la capitale. Kerensky panique à bâbord, le ministre des armées, là, il démet Kornilov, non, toi t'es un gros traître, il le démet de ses fonctions, et en 3 jours, alors qu'il n'a pas assez de troupes, Kerensky, dans la capitale, ce sont les soviets de Petrograd qui vont prendre la tête de la résistance et le mettre en déroute. Ils vont redevenir véritablement l'épicentre du contre-pouvoir ouvrier. C'est la classe ouvrière qui va comprendre que s'il y a une victoire de Kornilov, c'est son écrasement. Et les soviets vont faire appel aux bolcheviks, qui sont très organisés, très disciplinés, et Lénine va lancer alors le mot d'ordre: aucun soutien à Kerensky et lutte contre Kornilov. Alors les ouvriers vont creuser des tranchées, les cheminots vont